mercato de l'Olympique de Marseille avait commencé très fort avec les signatures respectives de CG, Egan Riley et d'Angel Gomez librement. On avait beaucoup de rumeurs, beaucoup de pistes à tous les postes. On parlait d'Aguerd, on parlait de Medina en défense, on parlait de Mathis Sablin en pointe. Et puis depuis quelques jours, on n'a plus beaucoup d'informations concernant ce mercato. Et on n'a plus de réaliser de points d'analyse de l'actualité sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, il n'y a pas eu de vidéo depuis 3 jours, alors qu'on carburait à une vidéo, voire même deux par jour pendant plusieurs jours, voire même pendant quelques semaines. Et on se retrouve aujourd'hui avec quelques petites informations à analyser, que ce soit sur la pré-saison qui attend l'OM, sur des départs qui sont en train de se confirmer, mais également sur une rumeur au poste de latéral droit. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Massilia Zone pour ne rien manquer du meilleur de l'actualité de l'Olympique de Marseille et de son analyse. Il y a des vidéos d'analyse qui sont disponibles actuellement sur la signature de Riley, sur la signature également d'Angel Gomez. Donc n'hésitez vraiment pas à aller les voir et bien évidemment likez la vidéo si vous aimez notre contenu. On va commencer par des premières informations sur la pré-saison qui attend l'Olympique de Marseille. Si l'année dernière, Roberto De Zerbi avait fait le choix de ne pas effectuer de stage à l'étranger, l'OM en réalisera non pas un, mais deux, selon la Provence, cet été. Et le premier aura lieu aux Pays-Bas pendant une semaine. Le club disposera là-bas du Clairefontaine néerlandais près d'Utrecht, donc des installations de très haut niveau, et un stage dans un pays où l'OM a commencé à prospecter beaucoup de pistes. On parlait de Noah Lang, on parlait de Paixão, et donc l'OM réalisera son stage aux Pays-Bas. On sait que l'OM a un peu souffert cette saison, visiblement, du fait de ne pas avoir réalisé une escapade à l'étranger. Il y en a eu une justement à Rome, il y en a eu une à Copenhague, il y avait eu un mini-stage à Malmort, mais donc visiblement pour les dirigeants, la leçon a été retenue de la saison passée, et même pour Roberto De Zerbi, et donc il va y avoir deux stages. On verra d'ailleurs si l'OM réalisera un match amical là-bas aux Pays-Bas, on imagine que ça sera le cas. On se rappelle que lorsque l'Olympique de Marseille était parti en stage sous Igor Tudor dans le Clairefontaine anglais, l'OM avait disputé un ou deux matchs. Idem avec Marcelino, où là l'OM s'était rendu en Allemagne. Et donc cet été, ce sera les Pays-Bas. Ce stage aux Pays-Bas, ce fameux stage aux Pays-Bas, il aura lieu du jeudi 17 juillet au jeudi suivant, donc une semaine. Donc à voir s'il y aura des oppositions, mais il y a quelques clubs intéressants à aller affronter aux Pays-Bas, le PSV, l'Ajax, et pourquoi pas récupérer Noah Lang, ça serait aussi sympa. En tout cas, en termes d'opposition, pour l'instant, on a été mis au fait d'une seule participation amicale pour l'instant officielle, avec un tournoi en Espagne, comme on l'avait déjà évoqué, où l'OM devrait affronter le FC Valence, peut-être également le club émirati d'Al Jazeera. En tout cas, l'OM affrontera également deux adversaires européens au Vélodrome dans le cadre de sa préparation estivale. On sait que c'est devenu un peu un rituel, quelque chose d'assez traditionnel du côté de l'OM d'affronter des grosses équipes européennes au Vélodrome. On se rappelle qu'avec sous Jorge Sampaoli, on avait joué Villarreal qui était vainqueur de l'Europa League, sous André Villas-Boas, on avait joué Naples. La saison passée ou la saison d'avant, on avait joué le Bayer Leverkusen, sous Tudor, on avait joué Milan. Et il me semble que la saison passée, on n'avait pas affronté d'équipe au Vélodrome. Il me semble que le premier match de Roberto De Zerbi au Vélodrome était bien la réception de Reims. Donc voilà, l'OM affrontera deux adversaires européens et ça, c'est une bonne nouvelle, notamment dans l'objectif de disputer la Champions League. Alors souvent, les campagnes amicales sont soit très médiatisées du côté de l'OM parce que on affronte des bons adversaires, soit elles sont totalement neutres. Je me rappelle par exemple d'une campagne sur Rudy Garcia, on avait complètement foiré notre campagne amicale et derrière on avait raté notre saison. Il me semble que c'était après la Coupe du Monde. Mais moi j'aime toujours ces campagnes-là parce qu'on découvre un nouvel effectif, on découvre de nouveaux joueurs et j'aime bien aussi quand on affronte des équipes intéressantes. C'est-à-dire que lorsqu'on enchaîne, par exemple sous Marcelino, j'avais trouvé la prépa Kata un peu comme sous Tudor parce qu'on avait affronté des équipes très neutres, sauf le Bayer Leverkusen et sauf Milan pour Tudor, mais le gap était trop important avec Milan. J'aimerais bien qu'on affronte voilà, des équipes de niveau européen comme c'est prévu. Je me rappelle de la première préparation sur Rudy Garcia, je me semble que c'était à l'été 2017. On avait vraiment affronté des adversaires intéressants au niveau européen. Je crois qu'on avait affronté le Sporting, il me semble, le Betis Séville. Mais voilà, en tout cas, des adversaires de niveau européen. Et je trouve que pour un club qui s'apprête à disputer la Champions League, c'est bien aussi d'affronter ce type d'adversaire, parce que l'OM n'est pour l'instant pas invité dans des coupes amicales de grande envergure, comme ça peut se faire par exemple en Asie ou dans le Golfe. Et c'est là souvent où les grosses équipes vont s'affronter. Bon, même si maintenant les grosses équipes bénéficient aussi de la Coupe du Monde des clubs qui ressemble plus à un tournoi amical qu'autre chose. Et ce serait pas mal d'affronter, voilà, de challenger des équipes de niveau européen afin de se préparer pour la Ligue des Champions. En parlant de clubs européens, on parlait d'Espagne également. Luis Felipe fait toujours l'objet d'un intérêt de clubs espagnols et notamment de deux clubs rivaux, dont un club pour lequel il a déjà évolué. Faut savoir que le FC Séville a approché Luis Felipe ces derniers jours, selon la presse espagnole et selon Estadio Deportivo.
Cependant, le joueur a toujours l'objectif de retourner au Betis, club rival, en juillet 2026. Et justement, cet article de Club Deportivo nous a un peu détaillé les ambitions de Luis Felipe depuis sa signature à l'OM. Il faut savoir qu'en résiliant du côté d'Al Ittihad, l'international italien avait reçu une pénalité dans son contrat. Il ne pouvait pas s'engager avec le Betis Séville avant juin 2026, date d'expiration de son contrat avec Al Ittihad. Et donc, on peut comprendre que sa résiliation de contrat avec Al Ittihad était normalement censé lui permettre de retourner dans un club qu'il avait apprécié. Sauf que le joueur a fait le pari entre-temps de signer à l'Olympique de Marseille pendant 1 an et demi afin de rejoindre justement le Betis librement derrière. Cependant, comme on le sait très bien, son aventure au Vélodrome n'a pas été satisfaisante et il cherche actuellement une nouvelle équipe pour épuiser le délai entre son contrat avec l'OM qui va certainement finir cet été parce que soit il va être résilié, soit il va partir et la fin de sa pénalité avec Al Ittihad. Donc c'est vraiment des informations intéressantes parce que ça nous permet de comprendre un peu l'état d'esprit du joueur. Il est clairement venu à l'OM dans l'objectif de faire 18 mois pour, en attendant à ce que sa pénalité de ne pas pouvoir signer avec le Betis Séville se termine et signer avec le club sévillan. D'ailleurs, bon, preuve qu'il veut vraiment signer au Betis Séville. Le FC Séville, qui est certes en difficulté actuellement, l'a approché et il a refusé. Donc on comprend un peu mieux les ambitions du joueur. Moi, j'hésitais à le relancer la saison prochaine, en voyant sa fin de saison, en voyant le fait que lorsqu'il avait été titulaire, ça arrivait que 2 fois de mémoire. Je crois que c'était contre Rennes et contre le Paris Saint-Germain. Ça n'avait pas été si dégueu. Et j'estimais que s'il se relançait physiquement, ça pouvait être intéressant. Mais quand on a ce genre d'informations sur le fait que le joueur a juste vu l'OM comme pas comme un tremplin, mais comme vraiment un endroit où rester 18 mois avant de signer dans le club où il voulait vraiment signer, parce qu'il a une attache pour ce club, bah franchement, ça en dit long aussi sur l'approche qu'il a du club, parce que c'est un joueur qui a quand même rechuté plusieurs fois. Je ne sais pas si l'implication peut être remise en question, mais le nombre de blessures qu'il a eu depuis qu'il est arrivé à l'OM, alors je ne sais pas s'il est vraiment maudit, mais c'est un joueur qui semble clairement, je dirais pas mort pour le foot, mais enfin, il a plus vraiment joué depuis 2 ans, hein, depuis son départ du Betis Séville, il joue plus au foot, que ce soit à Al Ittihad ou à l'Olympique de Marseille. Et donc ce sera une priorité, ce serait vraiment selon moi de le résilier cet été. Si on peut avoir une indemnité, ça peut être sympa, mais là quand on apprend qu'il cherche un club seulement pour 12 mois, je vois mal un club payé pour Luis Felipe seulement pour 12 mois, alors qu'il sort de saisons clairement blanches. En tout cas, on parlait de Luis Felipe, il avait été recruté cet hiver. Autre joueur recruté cet hiver qui n'a pas vraiment eu un impact dans l'effectif de Roberto De Zerbi, c'est Amar Dedic. Alors, Fabrizio Romano nous révélait il y a 2 jours qu'il était suivi par Wolfsburg, lui qui est actuellement prêté par l'OM, mais dont l'option d'achat ne devrait pas être levée. Mais il est vraisemblablement tout proche de signer à Benfica. Donc voilà, Amar Dedic ne sera pas conservé à l'OM. Moi, c'est une petite déception personnellement, parce que quand j'avais vu son profil à son arrivée, les références qu'il avait déjà à son jeune âge, le fait qu'il était capitaine de la Bosnie, je me disais que ça avait tout d'un super coup. Et finalement, en dehors de ses premières rentrées où il a fait pas mal de percées et où il aurait pu mettre un but de fou, je me rappelle notamment contre Saint-Etienne, bah, j'ai été globalement déçu parce que surtout on l'a pas vu. Et à un moment, on se demandait si l'OM comptait vraiment sur lui et visiblement, c'était surtout pour pas lever son option d'achat. Parce qu'il me semble qu'une des conditions de son option d'achat, de sa levée obligatoire, c'était le fait qu'il dispute plus de 50% des matchs. Donc finalement, on aura juste eu un élément de rotation pour faire le nombre, mais qui a même pas pu faire le nombre parce il a pratiquement jamais joué. Alors on l'a beaucoup vu piston faux pied. Ce qui m'intrigue un peu pour un latéral, c'est d'énormément le voir faux pied piston. Là, en sachant que l'année prochaine, on allait jouer dans une défense à 4, j'aurais quand même aimé voir son utilisation dans une défense à 4 en tant que latéral droit, donc sur son bon pied. Même si on sait que lui aussi appréciait jouer faux pied, mais quand même, ça aurait été intéressant de voir son utilisation dans une défense à 4. Bon, finalement, l'OM n'a pas perdu d'argent. L'OM a eu un backup pendant 6 mois. Et donc, comme Luis Felipe, hein, bon, on peut dire que c'est un échec, mais c'est un échec sans conséquence. Et si on peut souligner un point positif de l'OM sur les 2 derniers mercatos, c'est que certes, il y a des flops, certes, il y a des joueurs qui ne servent à rien, mais au final, ils n'ont aucune conséquence sur l'avenir du club à moyen et long terme. Ils n'impactent pas les finances, contrairement à l'époque où, on se rappelle, sous Jacques Herrero et sous Rudy Garcia, il y a des flops qui ont eu des grosses conséquences sur l'OM à long terme. On peut penser à Strootman, on peut penser à Kostas Mitroglou, à Valère Germain, qui avait des gros salaires, où il y avait des indemnités de transfert. Bon, là, Luis Felipe, le salaire est plus ou moins important, je crois que c'est 300 000 ou 250 000 par mois, mais il n'y a pas eu d'indemnité de transfert. Et puis, j'estime que l'OM a dû quand même négocier des primes, un salaire avec des primes afin d'éviter de payer des indemnités pour un joueur qui n'allait pas jouer. Et Amar Dedic te coûte rien. Donc, si on fait un peu le bilan sur le dernier mercato hivernal, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que on a 3 joueurs sur 4 qui pourraient ne pas être conservés. Benacer, il y a une renégociation du prêt actuellement.
Mais on a Amine Gouiri qui a été une grande réussite. Et avec du recul, bah, on pourrait se dire, bah, le mercato hivernal, on a 4 joueurs sur 5 qui n'ont pas vraiment servi à grand-chose. Benacer a souvent été blessé également. Mais pour moi, c'est quand même une réussite dans le sens où on a réussi à faire le deal Amine Gouiri, qui est quand même un neuf qui pour moi peut rester à l'OM sur les prochaines années et qui peut être le grand attaquant qu'on attend à l'OM avec un beau potentiel, qui a seulement 24-25 ans. Et donc au final, c'est quand même une réussite parce qu'on a réussi à faire sortir Wai et Brassier pour prendre Amine Gouiri. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez avec du recul de ce mercato hivernal. Est-ce que vous avez une vision un peu plus négative? C'est sûr que si on avait loupé la Champions League à cause des absences de Luis Felipe en défense, j'aurais peut-être pas le même jugement. Mais voilà, en tout cas, pas si catastrophique, même s'il y a deux échecs quand même, il n'y a pas de catastrophe industrielle. En tout cas, on parlait du poste de latéral droit avec Amar Dedic. L'OM piste un latéral droit, selon les informations de Laviola Italia, en la personne de Dodo, latéral droit de la Fiorentina. Donc c'est une source qui est pas très fiable, mais on relaie quand même l'information. Donc c'est pas la source la plus fiable, vous voyez avec les médailles de bronze. Moi, je suis un peu surpris par cette rumeur parce que Dodo, il me semble que c'est un joueur qui est pas vraiment envisageable à l'OM actuellement au vu de la somme qui est demandée par la Fiorentina. D'ailleurs, il est valorisé à 24 millions d'euros. Il est sous contrat jusqu'en 2027. Il est brésilien. Enfin, c'est quand même un profil assez bankable. 92% du temps dans 11 de départ la saison passée, 91% des minutes jouées en Serie A avec l'équipe de la Fiorentina. Faut savoir que depuis qu'il est arrivé à la Fiorentina en 2022, après une expérience au Shakhtar Donetsk, où il avait notamment connu Roberto De Zerbi. Je suis pas sûr, mais peut-être qu'il est arrivé libre ou pour un transfert pas très cher à la Fio parce qu'il y avait les conditions qu'on connaissait évidemment en Ukraine et la plupart des Brésiliens du Shakhtar sont partis très vite. Je me rappelle notamment il y avait Tété qui avait signé à Lyon à l'époque. Mais voilà, ça me semble être un profil très bankable et un peu trop bankable pour l'OM parce que vraiment 24 millions pour un latéral droit en sachant qu'on a déjà Amir Murillo, je sais pas si c'est la meilleure idée. Maintenant, si on parle football balistiquement, en termes de qualité technique, en termes de qualité offensive, on est sur un petit profil, 1,66 m. Bien évidemment que ce serait un joueur qui serait très intéressant pour l'Olympique de Marseille. Il a une belle expérience européenne parce que du coup, il a disputé avec des champions avec le Shakhtar. Mais il a aussi disputé, il me semble, 2 finales de Conference League avec la Fiorentina. Il a eu un coach qui prenait des idées de jeu assez intéressantes avec Italiano, qu'il a dû connaître sur ses deux premières saisons du côté de la Fio. Il a eu Paladino cette saison. Il peut jouer piston, il peut jouer latéral droit, profil plutôt porté vers l'offensive. Si l'OM a les moyens, ça peut être un profil complémentaire à Murillo, mais moi, encore une fois, il y a un petit problème, c'est qu'il coûte assez cher. Et d'ailleurs, si on en croit les informations de la Viola Italia, on est sur un profil qui est aujourd'hui ciblé par Manchester United et le Barça. Donc j'imagine mal l'OM concurrencer ces clubs-là. En tout cas, on a son profil sous les yeux. On remarque que c'est un joueur qui est surtout porté vers l'offensif, que ce soit par sa qualité de passe, sa capacité à créer des actions offensives. Mais voilà, en tout cas, l'OM on n'est pas, mais serait sur Dodo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette piste. Moi, encore une fois, s'il n'y a pas la problématique financière, ça pourrait être un super joueur pour l'OM. D'ailleurs, en termes de latéral droit brésilien, j'avais pensé à un autre nom, moi personnellement, pour mon mercato idéal, mais il est annoncé proche de Tottenham. C'était notre ami Van der Son, qui évolue du côté de Monaco. Même si Monaco est un concurrent, il me semble qu'il lui restait 2 ans de contrat, quelque chose comme ça. C'est un profil qui est aussi assez offensif et que moi j'apprécie plutôt bien. Maintenant, ça doit être un salaire important et au moment où je voulais faire mon mercato idéal, il était annoncé du côté de Tottenham. Il me semble qu'il a toujours pas signé là-bas. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées, hein, pour le poste de latéral droit. On sait que l'OM a actuellement Murillo, mais qu'il y a un joueur qui est recherché. Est-ce que vous pensez justement que Murillo sera le titulaire? Moi, je pense qu'il y aura une concurrence malgré la très bonne saison d'Amir Murillo. Mais voilà, on espère avoir un joli nom du côté de l'Olympique de Marseille. On va finir cette vidéo par un point sur le centre de formation qui va prendre un peu de temps dans cette vidéo, puisqu'il y a eu un article très intéressant de la Provence sur la réorganisation qui est actuellement opérée au sein du centre de formation de l'Olympique de Marseille. Juste avant ça, on a eu, via la FFF, le classement des centres de formation de l'OM. L'OM qui est toujours situé depuis 5-8 ans entre la 15e et la 13e place. Donc l'OM a été jugé 15e centre de formation en France, en Ligue 1. On a eu, il y a quelques semaines, il y a quelques mois même, la nomination de Titou Asni, ancien formateur de l'OGC Nice, qui était également passé par l'OM au poste de directeur du centre de formation. Il a déjà donné des interviews, il me semble que c'était au mois de mars, au mois d'avril, au site du club où il expliquait sa vision de la formation, également des interviews à la Provence. Et il devrait être accompagné d'une certaine révolution au centre de formation. Il y en a eu pas mal ces dernières années. On a eu le départ de Marco Otero, donc comme j'ai dit, remplacé par Tito Asni. On devrait avoir également le départ du coach des U19 de l'OM, Christian Bracconi, qui avait mené
les jeunes vers la deuxième Gambardella de l'histoire du club. Il va donc quitter le centre de formation. Jean-Pierre Papin, entraîneur de la Pro D2, va également quitter l'Olympique de Marseille. Il ne sera pas conservé à la tête de la réserve. On rappelle bien évidemment qu'il était en conflit avec Ali Zarak, le bras droit de Mehdi Benatia, et qu'il arrivait également en fin de contrat. Donc moi personnellement, ça ne me surprend pas du tout le fait que Papin parte. Et c'est même logique quand on regarde les tensions qu'il y a eu en interne avec Zarak. On se rappelle même d'une interview de Mehdi Benatia à la Provence où il citait clairement Papin comme pas un élément qui déstabilisait le club, mais un élément qui était facteur de conflit en interne. Et on imagine que lorsqu'il y a des tensions entre Papin et le bras droit de Mehdi Benatia, si aujourd'hui la direction doit trancher entre l'entraîneur de la réserve, qui n'a pas des résultats sportifs exceptionnels, même si l'OM n'est pas descendu encore une fois. Euh, mais voilà, on sait que ces méthodes ont également été décriées dans une vidéo de Romain Molina. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. J'ai pas d'informations là-dessus, donc j'ai pas à juger. J'énumère juste des faits. Mais c'est pas étonnant du tout, en tout cas, qu'il quitte l'Olympique de Marseille. Je sais pas si selon vous c'est une bonne nouvelle, dites-le moi en commentaire. Mais c'est pas surprenant du tout, en tout cas, quand on voit les tensions qu'il y a eu. Romain Ferrier devrait d'ailleurs être l'entraîneur de la réserve à la place de Jean-Pierre Papin. Il était devenu son adjoint au cours de la saison. Il a eu une expérience à Bordeaux et à Rennes récemment. Donc le nouvel entraîneur de la réserve de l'OM s'appelle donc Romain Ferrier. Et pour les U19, ils seront dirigés par Grégory Auger, qui était adjoint à Rouen la saison passée. Donc voilà. Le centre de formation se réorganise. Je ne sais pas quelles sont les attentes que vous avez personnellement aux alentours autour du centre de formation de l'Olympique de Marseille. On sait que Benatia et Longoria sont très ambitieux. Ils ont souvent répété l'objectif d'avoir des joueurs formés à l'OM au sein de l'effectif pro, d'en avoir 5-6. Moi, quand je regarde ce qui s'est passé récemment au centre de formation, en tant que personne qui n'est pas spécialiste et qui regarde ça de loin et qui regarde les résultats du centre de formation, quand il y a des performances en Gambardella ou quand il y a des finales de trophées nationaux, on remarque que l'OM a quand même gagné un championnat de France U17, si je ne dis pas de bêtises, et une coupe Gambardella, qui a eu des bonnes performances en U19. Mais qu'en somme, jusqu'ici, il n'y a pas eu vraiment d'intégration des pros, de joueurs vraiment formés au centre de formation, depuis Perrin, depuis Boubacar Camara, et que ça a surtout été des joueurs de post-formation. Que même au sein des joueurs de post-formation, bah, il n'y en a pas eu vraiment qui ont eu un impact au sein de l'effectif, si c'était Bamba Dieng et Bilal Nadir cette saison. Dites-le moi en commentaire si j'en oublie. Mais voilà, si en tout cas à terme on pouvait avoir 4-5 joueurs, alors peut-être que c'est très ambitieux parce que il a quand même réalisé une saison intéressante dans la rotation, comme Bilal Nadir, c'est-à-dire des joueurs qui, lorsqu'ils rentrent, ne font pas extrêmement défaut, qui en plus du coup sont jeunes et qu'on peut valoriser, ça peut être intéressant parce que typiquement à Bilal Nadir cette saison, que ce soit en tant qu'élément de rotation, même titulaire sur certains matchs, il n'avait pas fait défaut lors de la rencontre face au PSG dans le Classico, il avait remplacé Mason Greenwood. Bah, ça peut être intéressant pour un club comme l'Olympique de Marseille qui doit composer un effectif de 22-23 professionnels chaque saison s'il y a Champions League et pour ne pas forcément devoir dépenser sur certains postes pour avoir des doublures. Typiquement, si un Bacola dans les 3 prochaines années ou dans les 2 prochaines années arrive à s'imposer comme un élément de rotation, bah, ça fera un joueur en moins à recruter, soit au poste de milieu, soit au poste de 10, soit au poste de 9. C'est 3 postes auxquels il évolue. Il y a une petite déception quand même ces derniers mois, il y a celle de Enzo Sternal, qu'on annonçait comme la grande promesse de l'Olympique de Marseille et du centre de formation de l'OM qui a finalement fini à Anderlecht. D'ailleurs, il s'est blessé, ce qui est un peu dommage. Mais on a d'autres noms. On a Selami qui a joué avec l'équipe d'Algérie U19 ou U18, je ne sais plus trop, contre la Tunisie qui a fait un bon match. On a également Abdallah qui avait marqué lors de la pré-saison l'été dernier. Donc ce sera également l'occasion de voir les jeunes lors de la pré-saison, ça peut être sympa. Et j'ai bien évidemment oublié Robinho Vaz qui rentre dans la case des joueurs euh, qui sont en post-formation à l'Olympique de Marseille. Donc ce serait quand même intéressant de voir des jeunes de qualité intégrer l'effectif et sans être trop ambitieux, sans attendre des cracks qu'on va revendre 40 millions d'euros. Attendre des intégrations plus réalistes de joueurs qui, comme Bilal Nadir, vont venir se valoriser dans l'équipe, vont venir contribuer à la rotation d'effectifs. Ça pourrait être très très sympa pour l'Olympique de Marseille. C'est en tout cas tout ce qu'on souhaite à notre club. J'avais également oublié que le directeur de la préformation du RC Lens, Olivier Bijota, va rejoindre l'OM. Donc vraiment des changements qui sont partout à la préformation, à la formation et à la post-formation. Dernière information, elle concerne un ancien joueur de l'Olympique de Marseille, un peu plus négatif, un peu plus triste. Dimitri Payet, qu'on sait actuellement impliqué au sein d'une affaire de violence, il me semble, conjugale envers une avocate brésilienne, Larissa Ferrari, qui serait son ex-amante, a été mise en examen justement pour violence psychologique. Initialement,
Il semblait que Payet, avait, gagné son procès et que l'affaire avait été classée sans suite, mais l'avocate aurait, du coup, selon les informations de Globo, fait un appel qui aurait été, accepté, et du coup, le procureur qui avait d'abord classé l'affaire, aurait mis en examen Dimitri Payet. Donc on va suivre bien évidemment, d'un certain œil cette affaire parce que Dimitri Payet est un grand nom de l'Olympique de Marseille ces dernières années et surtout Dimitri Payet est quelqu'un qui doit revenir à l'OM. Donc s'il a des problèmes judiciaires, en plus avec toutes les considérations morales, qui sont subjectives, à chacun, on sait qu'il y avait eu, des polémiques, par exemple, quand on avait, recruté, Mason Greenwood. Est-ce que, ça peut être accepté par l'OM, un dirigeant du club, enfin un futur dirigeant du club, quelqu'un qui est amené à être un dirigeant du club dans les prochaines années qui a ce genre d'affaires? Voilà, en tout cas, moi personnellement, je ne ferai pas plus de commentaires, sur cette question et on attendra bien évidemment la conclusion, du jugement, du ministère, de Rio, il me semble, qui gère cette affaire. En tout cas, donnez-moi votre avis en commentaire sur l'ensemble des informations mercato, que ça concerne Dodo, Dedic. Est-ce que vous avez des déceptions vis-à-vis, d'Amar Dedic? Ça peut se comprendre parce que le profil hypé particulièrement. Voilà, vous me le dites en commentaire et après on se retrouve très rapidement sur la chaîne avec de nouvelles vidéos. On se dit à la prochaine et allez l'OM!